Bonsoir, je m'appelle Isabelle Proulx. S'il fallait en croire les 1001 badauds qui font métier de propager les plus douteuses nouvelles, on pourrait follement penser que la paix est déjà rétablie ou sur le point de l'être. Corbleu, je ne veux pas qu'il en soit ainsi. Je vais y mettre bon ordre et tâcher de perpétuer l'agitation, car sans cela, nous courrions le risque de mourir bien vite d'ennui et de malaise. Non, non, il est impossible que les choses se tranquillisent ainsi. Je vais me mettre à la tête du mouvement. Alors, j'ose croire, cela ne se terminera pas si promptement que sous la déplorable direction de cet infortuné docteur Nelson. Il fallait vraiment que ce pauvre docteur ait oublié sa raison quelque part pour avoir conduit sa révolution comme il l'a fait, car rien n'était plus facile que de faire réussir une pareille entreprise, mais il fallait s'y prendre autrement. Comment voyons-nous qu'il a combiné ses plans? Il publie une déclaration d'indépendance qui n'a pas seulement le mérite de l'originalité, et dont la mise à exécution ne nous rendrait ni plus sages, ni plus heureux, puis conseille de se défaire du gouvernement anglais, tandis qu'il fallait faire tout le contraire. Rien n'eût été plus facile. Il n'y avait qu'à chasser le gouvernement, puis déclarer l'indépendance. Hélas, tous les malheurs qui accablent le pauvre Canada viennent, comme on le voit, de ce qu'on a jusqu'ici tout fait à rebours du bon sens. Une autre faute importante qu'a commise le président de la République canadienne est de n'avoir pas mis à la tête de ses forces un état-major plus effectif que celui qu'il a employé. En effet, on y voit pour tout potage d'abord un président qui ne s'est encore distingué que par une rapidité de conception à prévoir le danger pour l'éviter et une énergie dans les jarrets qui ferait pâlir un cerf, puis un grand aigle qui ne fait usage de ses serres que pour griffonner une proclamation et de ses ailes que pour se mettre hors de portée des coups du sort et des coups de canon. Puis un brigadier général qui fait consister le sublime de l'art militaire à briser son sabre sous ses pieds et à offrir ses services à l'ennemi en qualité sans doute aussi de brigadier général, afin d'expier ainsi la faute de s'être laissé prendre. Et l'on voulait opposer un pareil assemblage à une petite armée à la tête de laquelle on pouvait voir briller tout simplement un gouverneur général avec état-major, un major général commandant des forces de Québec avec état-major, un autre major général commandant celle de Montréal avec état-major, puis une petite nuée de lieutenants-colonels, majors, capitaines qui se rendaient, en amateurs, à l'incendie et au pillage de quelques pauvres villages comme à une partie de plaisir. Vraiment, la République canadienne a du malheur. L'affaire est manquée. Il faut la remettre à une autre fois. Puisque nous ne pouvons jouir pour le présent de la réalité, tâchons de nous faire illusion en imaginant des plans de conduite pour l'avenir. Voici, en attendant mieux, comment je proposerais de constituer la République canadienne aussitôt que nous en serons les maîtres. C'est le fruit de longues années de réflexion sur les causes de la ruine des empires, et l'on verra que mon gouvernement se rapprocherait de la véritable démocratie, bien autrement que celle de nos voisins, qui n'est qu'une absurdité d'un bout à l'autre, et serait admirablement fait pour rendre tous les citoyens bons, heureux et justes. Voici à peu près comment je suis arrivé aux diverses conclusions que je pose comme les bases d'un gouvernement sain et stable. J'ai remarqué que la lutte la plus ordinaire provient de ceux qui n'ont pas contre ceux qui ont, dont l'ambition est à leur tour d'acquérir davantage afin d'écraser plus aisément encore leurs ennemis. De là les interminables querelles, de là les guerres civiles, de là les guerres extérieures, de là les armées de paresseux, de là les frais considérables, de là les taxes, de là les mécontentements, de là les révoltes, de là les invasions, la chute, la ruine, la destruction des plus florissantes puissances. En conséquence, voici comment je remédierai à tous ces inconvénients. Je commence d'abord par les arrangements sociaux, puis après on trouvera l'organisation du gouvernement chargée de la sûreté de l'État et des affaires en général. D'abord, pour avoir droit à être citoyen, il s'agirait tout simplement d'avoir 100 louis de rente, mais pas plus. Pour arriver à ce résultat, on retrancherait le surplus à tous ceux qui ont davantage et on le donnerait à ceux qui ont moins. Si cela n'établissait point encore l'égalité, on chasserait hors du pays ceux qui n'auraient pas la qualité requise par la loi. Comme le jour que l'on paraît aimer le mieux est le dimanche, on abolirait tous les autres jours, en sorte que chacun pourrait ainsi passer agréablement sa vie. Les jeunes gens auraient éternellement congé, les jeunes filles iraient journellement se faire voir à l'église et la promenade avec leurs plus belles parures, et le soir, on se rassemblerait autour d'une table, on jouerait aux cartes et l'on méditerait sans cesse des absents. Alors il n'y aurait pas moyen de s'ennuyer. Lorsqu'un différend s'élèverait entre deux parties, au lieu d'avoir recours au jugement lent, coûteux et incertain des hommes,
on se confierait à la justice de Dieu ou du hasard. On tirerait au sort celui qui doit avoir raison. Il y aurait donc économie de loi, de juges et d'avocats, ce qui serait un pas immense vers la civilisation. On abrégerait ainsi les procédés des cours de justice qui, le plus souvent, ne sont que des loteries. Lorsqu'une personne tomberait malade, on l'empoisonnerait immédiatement afin d'abréger ses souffrances, attendu qu'un membre souffrant de la société est à charge aux autres et à lui-même. On conçoit que par cet arrangement, on ferait aisément l'ouvrage des docteurs et des pharmaciens, qui seraient remplacés par un officier ayant la charge d'empoisonneur public. Comme les journaux ont causé les plus grands malheurs en répandant de fausses nouvelles et des opinions outrées, on les retranchera tous, à l'exception seulement du Fantasque, attendu qu'il est la seule publication qui ne soit point l'esclave d'un parti, qui ne s'occupe point de politique, qui s'embarrasse fort peu des nouvelles et qui cherche à corriger en amusant. Mais comme il est quelquefois agréable et même souvent utile de connaître ce qui se passe, une personne sera chargée par le gouvernement de répandre en toute hâte les événements qui pourront intéresser le public. On conçoit que cette charge appartiendra de droit à la femme la plus bavarde de la République. Cette place sera remplie indubitablement sans autre rémunération que le plaisir de parler. Les prisons seront abolies, attendu qu'elles ne servent qu'à rendre méchants ou malheureux, et qu'elles sont en opposition directe avec les premiers principes de la liberté. Ceux qui commettraient quelques meurtres, vols, faux ou autres crimes auront les doigts coupés, afin d'être hors d'état de récidiver. Les calomniateurs auront la langue tranchée. Les débiteurs seront obligés de travailler pour leurs créanciers jusqu'à l'extinction de leurs dettes. Ceux qui seraient trouvés coupables de haute trahison seraient condamnés à épouser une femme laide, stupide et méchante. Punition la plus terrible qui puisse être infligée dans ce bas monde. Toutes les religions qui n'enseigneront point d'hypocrisie seront tolérées ouvertement. La législature se comportera de tout citoyen et citoyenne ayant l'âge de raison, c'est-à-dire pour les hommes mariés 6 mois après leur mariage, pour les célibataires à 60 ans, et pour les femmes après la mort de leur 3e époux. Il n'y aura pas de président vu que ce serait un pas vers l'aristocratie. Les lois et autres mesures gouvernementales seront passées à la minorité des voix, attendu qu'il y a toujours bien moins de sages que d'insensés. La justice criminelle et correctionnelle sera administrée par des philosophes seulement. Ce tribunal sera le pouvoir suprême, attendu que la devise de notre gouvernement sera « La loi fait sa force » et que l'on considérera comme un jour de calamité publique celui où il faudrait dire au contraire « La force fait sa loi ». Le ministère des Finances sera confié aux négociants qui se sera le plus habilement relevé du plus grand nombre de faillites. Vu que nous n'avons point la stupide idée de dire qu'une dette nationale insolvable est une richesse publique. Le ministère de la Marine appartiendra à l'homme qui aura failli se noyer au moins 3 fois en sa vie. Celui des Affaires intérieures sera donné à la meilleure ménagère de la République. Il n'y aura pas de ministre des colonies, attendu que nous n'aurons pas de colonies. C'est une richesse trop éphémère. D'ailleurs, nous pensons qu'il est absurde vraiment de vouloir faire des lois, des dépenses pour d'autres, de se donner du casse-tête pour des ingrats, afin d'avoir la simple satisfaction de se débarrasser avantageusement de quelques nobles pauvres, inhabiles et paresseux. La diplomatie sera entièrement laissée entre les mains des jolies demoiselles. Ce sera un moyen infaillible de mener par le nez les agents des autres pouvoirs. L'armée sera exclusivement composée de femmes aimables et belles, ce qui épargnera naturellement l'effusion de sang et les dépenses inutiles et onéreuses de munitions de guerre. On conçoit que dans un siècle comme celui-ci, où l'on parle tant de galanterie, nos ennemis ne pourront s'empêcher de mettre bas les armes devant de pareils corps. Dans le cas fort improbable où une rébellion éclaterait dans quelque partie turbulente de notre République, nous ne l'attribuerions nullement à tout le pays, de crainte de rendre le bouleversement général. Nous tâcherions de rendre le peuple assez heureux pour extirper le souvenir même de ces maux, et nous éviterions au-dessus de toute chose de piller, voler, incendier, démolir, afin de ne point éterniser la révolte en perpétuant les causes. Nous n'arrêterions personne sur soupçon, vu que c'est contre le droit des gens et que la haine de l'homme, aigrie par les mauvais traitements non mérités, est infiniment plus dangereuse et plus invétérée que chez le coupable. Nous éviterions avec un soin tout particulier d'avoir aucune police, si ce n'est cependant pour surveiller à la sûreté des citoyens en arrêtant de nuit les tapageurs et de jour les chiens enragés. Mais, loin d'encourager la délation, nous ferions tous nos efforts pour faire consister la force du gouvernement dans l'estime, le respect et la reconnaissance,
plutôt que dans une crainte, une terreur qui se change rapidement en haine secrète, puis en révolte ouverte. Tout homme aurait droit à la protection paternelle du gouvernement, fût-il anglais, français, grec, arabe, écossais même. Les places seraient données à ceux qui les mériteraient selon la loi, en sorte qu'en évitant ainsi une partialité toujours révoltante, le peuple devrait du respect à ses officiers qui en auraient eux-mêmes pour le peuple, et le gouvernement qui, n'accordant point d'absurdes privilèges exclusifs, ne saurait attendre de protéger indépendants une lâche complaisance à commettre des actes que la justice et l'équité n'approuveraient pas. Comme on le voit, ma République n'aurait aucun des défauts qui se peuvent remarquer aujourd'hui dans d'autres gouvernements, en sorte qu'il n'y a pas de doute que le bonheur et la prospérité lui seraient infailliblement assurés. Ah, mais, dira-t-on, votre première condition de naturalisation suffirait pour assurer le bonheur. Détrompez-vous, cher lecteur, je veux la modifier, la changer. Je crois même que j'y renoncerai absolument comme propre à rendre tout le monde malheureux, en détachant les citoyens les uns des autres, tandis que la prospérité et la sécurité viennent d'une obligation et de service mutuel. Mais ce qui nous vaudrait à tous plus de 100 louis de rente, avouez-le, ce serait des droits égaux à la considération, d'être traité selon son mérite, de n'avoir point sous les yeux d'injustice criante, de n'entendre point constamment des injures révoltantes, de ne point voir parader sans cesse une ignoble police dont l'œil fauve et inquiet voit partout des coupables, de ne point apprendre chaque jour de ces désastres dont l'humanité n'ose envisager l'horreur, de ne point se heurter à chaque instant contre une hautaine, grossière et ignorante soldatesque, dont la tâche éternelle et bien pesée semble être de faire des mécontents et des ennemis. Nous n'aurions plus d'avocats sans cause, ni de docteurs sans patients, de manière que la classe remuante de la société, se trouvant métamorphosée en artisans laborieux, en négociants utiles, en citoyens satisfaits, on n'aurait plus à l'accuser d'entraîner le peuple dans des démarches toujours fâcheuses lorsqu'elles sont infructueuses. Enfin, chacun serait heureux selon son mérite et sa destinée. Voilà le véritable but d'un gouvernement. Il ne nous reste plus maintenant qu'à établir et mettre en force mon système. Chacun croira qu'il faut d'abord des choses inouïes, des armées innombrables, des sommets incalculables, qu'il faudrait répandre des fleuves de sang, sacrifier des milliers de vies pour en venir à ce résultat. Non, mes amis, que l'Angleterre nous donne ici des hommes indépendants, fermes et justes, et l'on ne tarderait pas à voir réaliser ces plans qui paraissent aujourd'hui chimériques, mais que l'on accepterait bien vite avec bonheur après les rudes temps d'épreuves auxquels nous sommes actuellement soumis. Plan de la République canadienne de Napoléon Aubin, publié le 13 décembre 1838.